Bonjour à toutes et à tous. Donc, eh bien, rentrons directement dans le vif du sujet. On va, pour ceux qui ne connaissent pas CAD Software ou la FIM, eh bien, on prendra quelques minutes avec Nello pour vous donner quelques informations. Et puis, on rentrera vraiment dans le vif du sujet en parlant de sécurité et de maintenance. Et oui, c'est un thème qui est important. Et on a décidé, dans le cadre de notre programmation de web événements, d'accorder la place nécessaire pour présenter ce sujet, qui traite quand même de sujets graves. Et là, justement, l'expertise de la FIM est intéressante et apporte vraiment un éclairage qui fait réagir. Et donc, on vous présentera, enfin, Nello vous présentera évidemment les constats et les études d'accidentologie en lien avec tout ce qui concerne la sécurité et la maintenance. Nello présentera également le projet de norme X60400 qui est en cours de finalisation, qui va apporter bien des changements et des solutions pour les entreprises. Et puis, voilà, au-delà de tout cela, il y a quand même un ensemble de démarches, de travaux qui sont menés par la FIM, à travers notamment le concept de SecuriFIM, qui vous seront présentés par Nello et qui apportent aussi des réponses, parce qu'il ne s'agit pas non plus que de faire des constats. La FIM aussi propose des solutions, et donc ce sera l'occasion d'aborder la démarche SecuriFIM. On prendra également le temps de faire le lien entre la sécurité et la GMAO, et de voir également aujourd'hui ce qui existe, ou du moins ce que Carl propose. Et on terminera par la présentation de la démarche collaborative que nous souhaitons ouvrir avec la FIM pour pouvoir aller encore plus loin et voir comment les différents outils peuvent contribuer à répondre aux constats qui auront été présentés au tout départ. Alors, quelques mots sur Carl, je vais aller assez vite. On reste numéro 1 français dédié au métier de la gestion de la maintenance. On va annoncer un chiffre d'affaires proche de 13 millions d'euros pour l'année 2016. On est à peu près 120 collaborateurs. Et on s'étend à l'international de plus en plus. On a évidemment toujours un siège qui est à Lyon, en France, avec une bonne partie de nos effectifs en France, mais on a une expansion à l'international, et notamment dans différents pays, sur les différents continents. Nos produits ils sont exclusivement dédiés au domaine de la gestion de la maintenance, avec CarSource, une solution web appliquée à la gestion de maintenance, et la solution CarlTouch depuis 2011, dédiée aux acteurs de terrain. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler. Comme tout éditeur, eh bien, on propose un ensemble de services accompagnant la mise en œuvre de nos solutions, avec des services à la mise en œuvre, comme CarPilot, et puis des services techniques CarCloud qui permettent d'héberger les solutions pour ceux qui le souhaitent. Juste un panel représentatif des différents clients que l'on a qui nous ont rejoints en 2016. Eh bien, on va retrouver les différents clients dans les différents secteurs d'activité. Le CHU de Rouen dans le domaine de la santé, par exemple, la SNCF dans le domaine du transport, comme Ogvia, Airbus dans l'industrie, ou Castel. Donc voilà, on va retrouver, ou Jeanlin dans le domaine du tertiaire, donc on va retrouver l'ensemble des différents secteurs d'activité auxquels nos solutions sont destinées. Je vais te passer la main, Nello, pour la présentation de la FIM. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à Carl de nous laisser ce moment d'échange avec vous. L'Association française des ingénieurs de maintenance, en quelques mots, c'est une association qui date déjà maintenant de 84 ans. Elle a pour finalité de regrouper, je dirais, les ensembles des acteurs au niveau de la maintenance. À quel but, si ça veut bien passer, voilà. Alors déjà au niveau géographique, bon, on est répartis dans 22 régions. On est une association loi de 1901 et aujourd'hui on fédère à peu près 1600 adhérents qui représentent à peu près 1100 entreprises. Notre vocation, c'est bien promouvoir et accompagner l'évolution des métiers liés à la maintenance. C'est de pouvoir mettre en relation les différents acteurs de la maintenance. Les problématiques en maintenance sont récurrentes dans toutes les entreprises. Le fait de pouvoir échanger et de participer en commun permet de répondre à certaines questions.
Alors la maintenance, quelle serait la maintenance si il n'y avait plus de maintenance, si demain les services maintenance s'arrêteraient? Eh bien, on s'apercevrait vite que ça serait une catastrophe, hein. La maintenance, elle constitue un pilier de développement durable essentiel à la performance et à la pérennité des entreprises. Notre président Claude Pichot fait toujours l'image. En fait, si on veut faire progresser une entreprise, il faut à la fois des capitaux, il faut aussi à la fois des hommes et il faut des machines. Et si on ne fait pas progresser les trois, eh bien, en fait, on a un système qui est bancal et qui risque de vite de tomber. Donc, l'important, c'est d'acheter des bonnes machines et puis de les entretenir comme il se doit. Le marché de la maintenance, c'est 21,5 milliards d'euros dans l'industrie, hein. À ce jour, c'est à peu près 40 à 45% qui est externalisé. Et dans le milieu immobilier et tertiaire, la maintenance représente un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros, où là, on a une plus forte externalisation qui est de l'ordre de 70 à 75%. Les métiers, c'est quelque chose qui est quand même assez important, c'est 430 000 emplois de qualification élevée, dont 12 000 cadres. C'est également un métier où tous les ans, on forme à peu près 8 000 nouvelles personnes qui rentrent dans ce métier par les cursus de formation initiale. C'est un métier qui est en tension, tous les acteurs de la maintenance peuvent vous le confirmer. Aujourd'hui, on est à la recherche de personnes qualifiées et ce qu'on peut dire malheureusement, c'est que les réformes dernières qu'il y a pu avoir dans le domaine de la formation initiale, aussi bien de ramener les bacs professionnels de 4 ans en 3 ans et le fait d'avoir supprimé certains bacs technologiques en des bacs STI 2D pose problème à la profession. Voilà. Alors, la FIM, elle va travailler essentiellement aujourd'hui, bon, on ne part pas n'importe comment, hein. On travaille sur 5 axes essentiellement. Des analyses économiques et sociales. La FIM investit pour faire des études et pour voir l'évolution des marchés de la maintenance qui intéressent les prestataires. On travaille beaucoup, on va y revenir pendant cet exposé, sur les aspects santé et sécurité au travail. Les formations, avec, je dirais, 2 actions. Déjà, attirer les jeunes vers les métiers de la maintenance. Aujourd'hui, on a des difficultés à recruter, c'est parce qu'également, les jeunes ne sont pas attirés par nos métiers. Donc, il faut qu'on change cette image du métier de la maintenance. Et notamment, la FIM a mis en place depuis un certain temps le trophée Frontinus, qui permet à des jeunes de découvrir les métiers de la maintenance. La normalisation, c'est un point important également, hein. La FIM est présente au sein de la commission de normalisation X60G à l'AFNOR. Il ne faut pas voir la normalisation comme une contrainte, mais bien comme un outil de façon qu'on puisse trouver des solutions et avoir des langages communs entre donneurs d'ordre, prestataires. Et puis également, c'est l'efficacité des processus. Il y a une nouvelle norme qui vient d'être publiée à ce sujet, qui permet de définir les processus de maintenance et puis également de mesurer l'efficacité de ces processus. On effectue des études et des enquêtes, on effectue de la promotion, notamment des métiers de la maintenance, hein. La FIM a édité un certain nombre de fiches métiers pour présenter un peu toutes les différentes variantes des métiers de la maintenance. La formation, c'est plusieurs choses. C'est déjà un site internet avec 500 000 connexions par an. C'est également une lettre d'information qui est diffusée à un réseau de 15 000 personnes identifiées dans les métiers de la maintenance. Et puis également, on organise un salon de la maintenance tous les ans à Villepinte, qui est Maintenance Expo. Des outils communs à la profession, ça c'est d'utilité. En fait, dans nos métiers, on a besoin d'avoir certains outils. Plutôt que chacun commence à écrire et à inventer ses outils, eh bien, on a mis à disposition de la profession un certain nombre d'outils. Je pense par exemple au contrat de maintenance type, hein, quand on fait une externalisation. Eh bien, la FIM a édité un modèle de contrat type de documents, mais c'est aussi le carnet de maintenance des appareils de levage, etc.
Et puis, on assure un certain nombre de publications. Tous les adhérents de la FIM reçoivent le guide de la maintenance tous les ans qui contient à peu près 600 pages. Et puis aussi, cette association Pour Vivre a besoin de partenaires, et notamment Carl est partenaire de la FIM depuis longue date, et j'en profite ici pour les remercier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la sécurité et la maintenance. Je vais vous présenter rapidement quelques constats et des études d'accidentologie. Actuellement, une norme est en cours de préparation. Elle est à ce jour au stade d'enquête publique et on espère qu'elle va pouvoir voir le jour à partir de juillet 2017. La FIM a mis en place un outil avec l'INRS qui s'appelle Securafim, que je vous ai expliqué. Depuis déjà 2010, cet outil a été développé de façon à répondre à certains besoins dans les entreprises. Alors les constats, c'est ici affiché, vous avez des constats qui sont faits par les CNAM. Au niveau de la FIM, on a pris l'habitude de dire que 50% à peu près des accidents en maintenance sont liés à une non-maîtrise des énergies. Alors par expérience professionnelle, bon, je ne me suis pas présenté, Nello Comini, j'ai 40 ans au sein d'un organisme qui est à part, je peux le citer, et 25 ans au niveau de l'association. Je m'occupe plus particulièrement de la sécurité au niveau de l'association et en fait, par mon métier, je suis intervenu souvent suite à des accidents graves en maintenance du fait d'une non-consignation des énergies. Donc ça, c'est un point important. On peut voir les différentes causes de ces accidents. Souvent, les salariés ou les intervenants de maintenance pensaient être en sécurité, mais comme l'énergie n'a pas été maîtrisée, là on a toujours un mouvement intempestif, une énergie qui se libère et qui va créer des accidents. Alors, le point de départ de toutes ces réflexions, c'est bien l'analyse de risque. Il faut à chaque fois faire une analyse de risque avant des interventions, savoir quelles sont les énergies, quel type de travail je vais assurer, bien connaître également, on va voir, c'est important, sur les aspects fluidiques, la technologie des vannes. On a des vannes malheureusement qui n'ont pas le caractère à être étanches à 100%, et donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte lors de l'analyse. On a des mauvaises habitudes qui sont prises, mauvaises habitudes parce qu'en fait, on a toujours laissé faire. Donc là, c'est culturel, où il faut faire un certain nombre de modifications. Je pense par exemple, si je prends un exemple très banal, une tronçonneuse à couper, à tronçonner, vous avez des disques. Bon, si le principe de la sécurité, quand je vais changer mon disque, je dois débrancher la prise de courant de mon appareil. Là, sur des machines, c'est pareil. Quand on va faire une intervention d'ordre mécanique conséquente, il faut mettre hors énergie ces machines. Des compétences et des connaissances et des compétences techniques diluées, on s'en aperçoit. Une des problématiques aussi, c'est, bon, vous allez dire, je suis en train de taper sur l'éducation nationale, mais je pense que la sécurité n'est pas suffisamment enseignée. Les règles, les bons usages, la manière d'intervenir n'est pas suffisamment explicitée. Et là, on a pris l'habitude d'intervenir, on ne maîtrise pas la technologie, on peut démonter des vérins sous pression, donc ça, c'est bien un problème de connaissance de la technologie. Pourquoi aussi il y a tant d'accidents? Souvent, c'est qu'on s'aperçoit qu'au niveau électricité, on est assez clair, il y a une bonne identification. En tête des armoires électriques, on va avoir un interrupteur qui va permettre d'isoler l'alimentation électrique. Sur les autres fluides, eh bien, c'est moins rigoureux. Quand on se met à rechercher où est la vanne d'isolement, la vanne de purge, etc., bien là, souvent, c'est plus délicat, c'est pas identifié et il faut faire... Et c'est complexe à trouver ces organes. La documentation, c'est un point essentiel aussi pour ceux qui veulent mettre en place une démarche de sécurité. D'une part, déjà, pour que la maintenance soit efficace, il faut bien des documents à jour de toute modification.
Et lorsqu'on va faire une intervention, pour faire l'analyse de risque, on a besoin des documents techniques à jour de toutes les modifications. On va voir aussi que, en fait, ça dépend, il y a des aspects d'organisation là-dedans. Vous avez un technicien de maintenance qui peut intervenir 1 heure pour faire une intervention de maintenance, mais parfois l'intervention de maintenance peut durer plusieurs heures sur plusieurs postes, donc d'autres personnes qui vont intervenir. Dans certains cas aussi, la maintenance, comme je le disais tout à l'heure, va être externalisée, et c'est bien ici de mettre en place l'organisation de façon à assurer que la personne tiers qui va intervenir intervient sur un équipement qui a été mis en sécurité. Et tout ça va être défini dans l'organisation. Nello, en France, on parle de combien d'accidents graves qui touchent la maintenance? Alors, en France, aujourd'hui, si je parle en termes d'accidents, on est à peu près sur 10 000 accidents. 10 000 accidents. Alors, en termes d'accidents mortels, on va être sur à peu près, au niveau national, on est à peu près 500. Si on prend ceux de la maintenance, on a à peu près 250 accidents mortels par an. Oui, quand même, c'est intéressant même de rappeler les... c'est vrai que les chiffres. Voilà, les chiffres, Voilà. et quand on sait qu'on ne parle pas de... Les études qui ont été faites par le ministère du Travail et par la FIM sur les métiers de la maintenance, on a pu mettre en évidence que les métiers de la maintenance étaient plus dangereux, où il y a, en termes d'accidentologie et de gravité, plus importants que ceux du bâtiment. Moi, c'est ces chiffres-là qui m'ont quand même interpellé quand tu les présentes, et qui m'ont fait prendre conscience que effectivement, il fallait apporter et voir comment chacun peut apporter à son échelle dans ce qu'il produit des solutions pour aider à essayer de réduire ces volumes qui sont quand même conséquents quand même, parce que bon, voilà, on parle pas d'une égratignure. Et on parle aussi ici, en fait ça concerne les techniciens de maintenance, mais vous savez aussi que dans les entreprises aujourd'hui, on fait de la maintenance, de l'auto-maintenance, de la maintenance de premier niveau, et on s'aperçoit même que des opérateurs interviennent sur des équipements, et là également, souvent, ces accidents sont lorsqu'on effectue une fonction de maintenance ou une opération de maintenance, qui n'est pas forcément une opération faite par un intervenant désigné maintenance, mais qui peut être également un opérateur. Également des constats qu'on a pu faire, c'est la négligence de la sécurité lors de la conception des équipements. Parfois, on s'aperçoit que c'est tellement lourd à mettre en sécurité que du fait qu'on n'a pas facilité la tâche de l'intervenant, lui il va aller au plus vite, il a la pression, il a des choses à faire, et donc ça, au lieu de regrouper, par exemple, l'ensemble des organes de mise en sécurité, où on a vu sur des machines, par exemple, être obligé d'aller chercher une nacelle pour intervenir sur des vannes pour mettre en sécurité. Là, c'est sûr que quand on a la pression et tout, le technicien souvent va aller au plus vite et il va négliger cette mise en sécurité. Il se met à ce moment-là en danger. Et il se met en danger. Et puis également, on a un vide normatif sur ce sujet, on va le voir tout de suite. On a en France... si j'arrive, mais je ne suis pas à l'aise avec la souris. Voilà. Voilà. Donc en France, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur cet aspect de prévention des risques liés aux énergies? Il y a une norme que je pense que tout le monde doit connaître, c'est la NFC 18510. Elle traite du risque électrique lors des opérations en électricité. Donc là, ici, on est bien uniquement sur le risque électrique. Malheureusement, sur les autres risques liés aux autres énergies, à ce jour, on a très peu de documents. Malgré tout, le chef d'établissement a une obligation de résultat par rapport à ça, et notamment obligation de résultat en matière de sécurité, obligation également de formation, de demander aux techniciens d'effectuer des analyses de risque. Ça, c'est dans notre code du travail. Voilà. Et on a également un référentiel qui existe, qui date depuis un certain temps, qui a été publié par l'INRS, le D6109, qui va parler de consignation et de déconsignation, plus particulièrement sur tout ce qui est fluide. Alors, qu'est-ce qu'elles font les entreprises aujourd'hui du fait d'une absence de normes françaises? Eh bien, en fait, elles vont voir à l'étranger qu'est-ce qui se passe. Et notamment aujourd'hui, de gros groupes français ont mis en place chez eux la démarche LOTO, qui est une démarche américaine
Lockout, c'est-à-dire qu'on va cadenasser, et Tagout, on va identifier. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, et notamment les gros groupes, parce qu'il y a des notions de responsabilité, parce qu'également, ils ont une culture sécurité qui est plus en avance, c'est eux qui vont tirer des autres en matière de sécurité. Aujourd'hui, c'est des démarches qui sont fréquentes chez nous en France. Il existe également d'autres normes, des standards, le standard canadien. Et puis, s'il y a un pays européen qui est en avance dans ce domaine, c'est bien les Anglais, ou qui ont sorti un standard qui est l'équivalent de la brochure des 6109. Donc, au niveau AFIM, on a essayé d'influer auprès de l'AFNOR pour dire on a vraiment un besoin aujourd'hui normatif. C'est pour ça que depuis 2 ans, dans le groupe AFNOR X60G, quand on parle de la maintenance, avec leur accord, on a mis en place un groupe d'experts, des industriels, EDF notamment, qui fait partie de cette démarche, et on a essayé d'élaborer un document qui est un projet de norme NFX 6400, mise en sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance, processus de maîtrise des énergies. Cette norme, elle est aujourd'hui en enquête publique jusqu'à la fin de la semaine, et il est prévu d'être publié pour le 11 juillet 2017. Alors, qu'on soit clair par rapport à cette norme ne se substitue pas à la NFC 18510. On ne veut pas traiter du risque électrique, mais on veut bien traiter des risques liés aux autres énergies. D'accord ? C'est vraiment complémentaire. Alors, complémentaire, c'est un mot que faut pas comprendre complémentaire comme un complément par rapport à la 18510, par rapport au risque électrique. On est sur d'autres champs, d'autres limites. Mais ça veut dire qu'un technicien de maintenance, qui sont souvent des métiers multitechniques, qui sont polyvalents, pourront appliquer les deux référentiels. Le référentiel 18510 dans le cadre d'une intervention électrique ou d'une opération électrique, et puis dans le cadre avec des autres énergies, il pourra utiliser une AFX 6400. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et donc là, on a essayé de faire un document qui va définir les principes de mise en sécurité. Alors, c'est comme toute règle ou toute démarche de sécurité, pour réussir, en fait, il y a 3 composantes. C'est à la fois des composantes organisationnelles, et là, je dirais, c'est chaque entreprise, parce qu'en fait, on ne part pas de zéro non plus. Il y a des entreprises qui ont déjà mis en place des organisations, des procédures, et donc là, il n'est pas non plus question de tout recommencer à zéro, mais il faut que la norme elle puisse s'adapter aussi à des choses qui existent dans les entreprises. Cette norme qu'on a mis en place, qu'on espère mettre en place également, elle doit être cohérente avec les pratiques de 18510, elle doit être cohérente avec la démarche de l'auto, donc c'est de pouvoir faire la synthèse un peu de tous ces outils également qui est vu dans cette norme. L'aspect organisationnel, je reviendrai dessus, l'aspect composante humaine, elle est importante, c'est comme tout, si on veut faire de la métier en sécurité, il faut connaître la technologie des vannes, comme il faut connaître la technologie de l'appareillage électrique. Un contacteur, c'est pas un sectionneur, etc. Et donc là, il faut avoir des bonnes compétences, et je dirais encore plus que dans le domaine de l'électricité, parce que le domaine des énergies est tellement large qu'il faut avoir des connaissances en mécanique, en pneumatique, en hydraulique, avec les acides, avec la vapeur, et c'est vrai que ça demande des connaissances. Et puis les compétences et des composantes techniques, on va voir que ça va influencer aussi sur peut-être le choix des composants, sur la mise en place de différents composants, et notamment la technologie qui est utilisée pour bloquer, pour verrouiller un interrupteur, notamment on va mettre en place des cadenas, des boîtes à clés qui pourront être utilisées dans la démarche. Alors, les incontournables qui sont vus pour réussir une prévention des risques liés aux énergies, déjà, ça part d'une volonté de l'entreprise. Souvent, c'est une décision qui est prise au plus haut niveau dans l'entreprise de définir une organisation et une volonté de s'améliorer en prévention sur cet aspect. Ensuite, chaque entreprise, comme je le disais tout à l'heure, va définir une procédure propre à elle.
c'est elle également qui peut définir des niveaux d'exigence, hein, sur une machine, par exemple, quel que soit le type d'intervention, on souhaite tout consigner. Ça, c'est le choix de l'entreprise qui a dit. On va définir qui fait quoi, on aura des chargés de consignation, on aura des intervenants, on aura également les propriétaires des installations. Donc tout ça, ça sera défini dans la procédure. Du personnel compétent et désigné, je viens d'en parler. Il va falloir mettre en place des outils de gestion, hein, et c'est là aussi qu'on pourra avoir un point avec la GEMAO. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup d'entreprises utilisent de la documentation papier, hein, mais aujourd'hui, et donc ça va alourdir encore le système, remplir des papiers, etc. On va voir que la GEMAO, elle peut peut-être nous aider déjà à pré-renseigner certains documents. Les moyens techniques, hein, on en a parlé, des cadenas, des boîtes à clés, etc. Et puis également, ce qui va être important, c'est la traçabilité. Il faut bien voir ici que quand on va confier des travaux à une entreprise extérieure, eh bien derrière, il y a un engagement de l'entreprise pour dire l'installation est bien mise en sécurité, vous pouvez intervenir. Et comme quand l'installation sera réparée, les travaux terminés, il faut que le prestataire s'engage comme quoi les travaux sont terminés et que le donneur d'ordre peut remettre en service les installations, que tout a été remis en place et qu'il n'y a plus personne dans les zones dangereuses. C'est important de comprendre aussi, quand on sous-traite une partie, on ne s'exonère pas de cette partie vis-à-vis de ceux qui viennent intervenir sur le site. Hein. Ah, il y a plusieurs politiques, hein. Après, il y a des entreprises donneurs d'ordre qui confient directement aux prestataires la mise en sécurité, et ils en auront toujours une responsabilité. Il y a des entreprises qui assurent eux-mêmes la mise en sécurité des installations pour les prestataires. D'accord? Donc ça, c'est l'organisation qui va définir le mode de travail. Alors, le métier de la maintenance, on en a parlé, c'est l'analyse. Donc la NFX 60, mise en sécurité des interventions, elle est basée sur l'analyse de risque. Hein. Quels sont les types d'énergie qu'on va avoir à place? Et aussi, il va falloir tenir compte de la nature des travaux. Il faut bien voir que quand on fait de la maintenance, c'est sûr, pour être en sécurité, il faut couper, il faut inhiber, je dirais, toutes les énergies. Mais quand on est dans des phases d'essai, de diagnostic et d'observation, le technicien de maintenance a besoin, malgré tout, des énergies. D'accord? Et donc là, c'est pour ça que dans cette norme, on a défini 4 processus. Hein. On a défini un processus d'isolation renforcée. Alors, isolation renforcée, pourquoi? C'est parce que, notamment dans le cadre des vannes, on sait qu'une vanne ne peut jamais être étanche. On a toujours des risques de fuite. Donc, il va falloir renforcer l'isolation, peut-être en mettant 2 vannes, en démontant une canalisation. C'est ce qui va apporter. En tous les cas, elle met en sécurité et elle maintient en sécurité pendant tout le temps de l'intervention. Ça, c'est l'isolation renforcée. Dans certains cas, l'analyse de risque nous dit, oui, ben, cette vanne, c'est une vanne d'eau, bon, ça peut fuir, mais bon, c'est sans danger, on pourra aller sur un processus d'isolation simple, parce que l'analyse de risque nous l'aura autorisé. Et puis, dans certains cas aussi, le technicien, notamment au travers des machines, le technicien de maintenance pourra rentrer dans une zone robotisée, par exemple, hein, uniquement pour aller voir une observation. Là, les installations sont à l'arrêt, sont mis à l'arrêt, et donc là, on n'intervient pas sur les dispositifs de séparation des énergies ou d'isolement. C'est uniquement la machine au travers de l'ouverture d'une porte, d'un bouton de mise à l'arrêt, il va rentrer à l'intérieur. D'accord? Et puis après, on aura des dispositions spécifiques où là, effectivement, le technicien a besoin d'être à proximité de la machine en train de fonctionner, etc. Alors, on est clair que là, c'est uniquement pour observer, c'est pas pour faire du montage et du démontage. On est uniquement dans une phase d'observation. Et donc, l'entreprise, là, va devoir définir l'organisation qu'il va mettre en sécurité. Par exemple, il va dire, ben, il faut au minimum qu'on soit 2, dans ce cadre-là, pour faire tourner la machine sans protection, avec un technicien à proximité d'un arrêt d'urgence. Donc ça, c'est la procédure qui va définir les processus de mise en sécurité. Et donc, à partir de là, ben, on va pouvoir appliquer les règles définies ou les règles préconisées, je dirais, au travers de cette norme. Par rapport à la norme, est-ce qu'il y a des éléments contraignants pour s'il n'applique pas la norme? Il y a des risques?
C'est obligé que quand on veut faire de la mise en sécurité, c'est une contrainte. La problématique que l'on constate aujourd'hui, c'est que de nombreuses opérations de maintenance s'effectuent sans agir sur ces organes de mise en sécurité, parce que la machine a été mise à l'arrêt par l'automatisme, etc. Donc la contrainte, oui, il va falloir aller sur les actionneurs, sur les vannes, et la pratique aussi veut que l'on mette des cadenas pour être sûr que ces dispositifs restent immobilisés. Donc ça apporte forcément une contrainte. Et À ce jour. vis-à-vis de la responsabilité, la non-application des normes, celle en relation avec l'électricité ou celle qui va sortir, Bon, vous savez que la norme, elles n'ont pas de caractère obligatoire. C'est des solutions qui sont préconisées. Mais dans tous les cas, le chef d'établissement, quand il arrive un accident, il va devoir se justifier pour quelle raison il y a eu l'accident. Qu'est-ce qui a empêché de mettre en place des solutions dans son organisation pour empêcher cet accident. S'il est incapable de démontrer, moi j'ai fait confiance à mes techniciens, j'ai rien prévu, etc., ça sera difficile de défendre sa position. Et quand on sait que le pouvoir législatif il est de plus en plus fort, c'est sûr que cet aspect non-respect, non-application de normes, Oui, à un mais moment donné, même si ce n'est pas... Laurent, il faut faire... ce qu'on dit au niveau de la FIM, c'est pas la réglementation qui fait le danger, c'est bien les énergies, hein, et l'objectif, c'est bien de ne pas avoir d'accident. Donc l'objectif, il est là, c'est de faire comprendre aux techniciens de maintenance que pour être en sécurité, on est obligé d'agir sur ces organes. Hein. Voilà. Donc ça, ici, on était dans l'isolation renforcée, et donc l'isolation renforcée, c'est mettre et maintenir en sécurité une installation. Elle garantit une situation où aucun danger est à craindre. Si je me mets en sécurité uniquement en ayant fermé cette vanne ici, eh bien derrière, comme ma vanne n'est pas étanche, j'ai toujours une énergie qui peut être libérée et là, il peut y avoir risque. Donc là, ici, ça pose des questions sur cette vanne. Il faudra peut-être trouver des solutions pour qu'on soit effectivement en sécurité. Voilà. Vous voyez un exemple, on retrouve ici différentes solutions qui permettent de faire la mise en sécurité. Quand j'ai un fluide qui est dangereux, on peut être amené à enlever une canalisation, on peut être amené à mettre des brides pleines ou des lunettes ou des queues de poêle, c'est des choses qui existent, ou on a encore des solutions avec aujourd'hui des constructeurs de composants qui prévoient directement la double vanne qui est intégrée. D'accord? Donc ça, c'est les moyens techniques qui vont être à mettre en œuvre sur l'installation, toujours à partir de l'analyse de risque. L'isolation simple, comme son nom l'indique, hein, souvent on va être sur soit, par exemple, l'ouverture d'un interrupteur électrique, il alimente mon moteur électrique, je ne vais pas faire un travail d'ordre électrique, mais je vais intervenir sur la chaîne qui est entraînée par ce moteur. Pour être en sécurité, je vais devoir ouvrir cet interrupteur et mettre un cadenas. Je répète, je ne fais pas un travail électrique, mon risque n'est pas électrique, c'est un risque mécanique, hein, d'avoir un redémarrage du moteur ou peut-être aussi d'une cinématique. J'en ai pas parlé, c'est qu'aussi au niveau des énergies, on a les énergies entrantes, mais on a aussi toutes les énergies résiduelles. Et derrière, je peux avoir une cinématique qui va m'entraîner la mise en marche du moteur ou un entraînement mécanique va pouvoir se produire. Non pas forcément par l'alimentation électrique. Voilà. Donc là, ici, par rapport à l'isolation renforcée, on met uniquement, mais on ne maintient pas en sécurité. D'accord? Donc c'est l'analyse du risque qui nous dit c'est acceptable, ou si ce n'est pas acceptable, eh bien il va falloir mettre en place, c'est ce qu'on a voulu mettre ici, des mesures compensatoires pour prendre en compte le risque. La problématique qui va se poser aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours des installations qui sont au top pour cette mise en sécurité. On a des installations anciennes, on a des installations nouvelles. Les installations évoluent dans ce sens-là pour qu'on puisse intervenir en sécurité, mais le technicien de maintenance, parfois, va être confronté à l'existant. Et par exemple, sur de la vapeur, il n'aura peut-être pas la double vanne nécessaire, il aura peut-être qu'une vanne. Et donc là, il va falloir qu'il trouve les stratagèmes, les outils qui vont bien pour être en sécurité et qui peuvent être définis dans des mesures compensatrices.
Neutralisation par des systèmes de commande. Alors là, ici, c'est par exemple quand on veut intervenir dans une machine pour aller voir un élément, s'il n'est pas cassé, s'il est en bon état. On ne fait pas du démontage ou du remontage de composants. C'est uniquement une phase également d'observation, mais c'est une observation machine à l'arrêt. Et donc ici, pour intervenir, on a figé l'arrêt. On trouve de plus en plus aujourd'hui des règles dans les entreprises où on va demander ici, pour ceux qui connaissent, c'est un interrupteur, c'est une poignée, une gâche pour entrer à l'intérieur d'une zone robotisée. Ils vont obliger l'opérateur à mettre un cadenas sur la porte pour pas qu'elle se referme et quelqu'un remette en service. C'est des solutions. Où on trouve aujourd'hui sur des armoires électriques, des pupitres de commande, des clés à transfert. On va ôter cette clé qui arrête la machine et qui va permettre de venir ouvrir la porte. Le technicien met la clé dans sa poche. C'est des solutions qu'on commence à voir sur nos machines. Alors les machines, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent sur les machines. D'abord, bien penser que sur les machines, on aura de nombreuses sources d'énergie résiduelle. Je pense par exemple à du pneumatique, des accumulateurs. En fonction de la technologie des composants, on peut toujours avoir, même si on a purgé en amont le pneumatique, du fait d'un distributeur à centre fermé et d'un vérin, on va maintenir une énergie entre le vérin et le distributeur. Ce qui se passe également, c'est les confusions entre la mise à l'arrêt et la mise en sécurité. Et je veux bien vous insister également sur ce point-là. Si le constructeur de la machine a mis une porte, c'est pour arrêter la machine, mais ce n'est pas pour aller démonter des moteurs ou des vérins qui peuvent être en pression. Lorsque j'ouvre ma porte, il n'y a pas forcément une obligation où les énergies ne sont pas forcément purgées. Elles peuvent être maintenues. Donc on a figé la machine, d'accord, mais si on veut faire des travaux de démontage, etc., l'ouverture de la porte n'est pas suffisante. D'où la différence entre une mise à l'arrêt et une mise en sécurité. Isolation renforcée, isolation simple, telle qu'on vient de le voir. Il faut savoir que ça ne peut pas être géré par des systèmes de commande. Il faut que ce soit des composants sûrs. Le système de commande, lui, il peut être piloté par des courants faibles, etc. On peut avoir des changements d'état au niveau des actionneurs. Et donc là, ces démarches-là, elles sont obligées de mettre en œuvre des composants qui agissent directement sur la puissance. Marquage CE, autocertification, là également, il faut faire attention à ces limites. C'est mon métier. Tous les jours, je fais des vérifications de machines. Et malheureusement, alors autocertification, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire que c'est le constructeur de la machine qui certifie lui-même la conformité de sa machine. Il n'a pas d'obligation de passer par un organisme tiers. Il va poser le marquage lui-même CE sur la machine et il va même être obligé de rédiger une déclaration de conformité comme quoi cette machine est conforme. Mais ce marquage ne dédouane bien pas la responsabilité de l'utilisateur, notamment pour des sociétés importantes. Ils sont censés connaître et maîtriser la réglementation, donc ils peuvent également avoir leur responsabilité d'engager, même s'il y a le marquage chez eux, même s'il y a l'autocertification. Donc il faut être prudent. Il y a des constructeurs qui maîtrisent bien la réglementation, il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas du tout. Et donc le marquage CE, prudence, c'est pas forcément une preuve de conformité. Les dispositions spécifiques aux opérations en présence des énergies, bien là aussi, c'est pendant les observations, le diagnostic et le réglage. Et bien là, on est obligé, le technicien est obligé d'être confronté aux énergies et donc à mettre en place tout le processus qui va bien. Dans la norme également, on a prévu une des règles en matière de sécurité, c'est que lorsque le technicien de maintenance intervient, c'est qu'il signale sa présence. On a vu des accidents où en fait l'opérateur est arrivé, a remis en service au pupitre de commande. Donc pour réduire ce risque, ici les techniciens de maintenance sont dotés d'un macaron magnétique personnalisé à leur nom et ils vont signaler, alors ils le font s'il est là officiellement, vocalement je dirais, mais ce macaron va rappeler ici qu'il prend la conduite, c'est lui qui prend en charge la conduite de la machine et que c'est plus l'opérateur qui va conduire la machine.
Alors les énergies, vous voyez, hein, pour le technicien de maintenance, c'est quand même c'est complexe. Il a des énergies rentrantes, il a des énergies qui peuvent être contenues à l'intérieur, il a des énergies également qui vont se situer dans l'environnement de travail. Pour faire son analyse de travail, son analyse de risque, il a besoin de connaître toutes ces énergies. Et quand vous arrivez sur l'équipement, bien bonjour, pour identifier, pour repérer, bon un jour vous êtes bien réveillé, moins bien réveillé, et là souvent on peut faire des négligences, on a oublié, on ne savait pas. Voilà. Alors pour faciliter ou pour faciliter ce travail, en fait au niveau de la FIM, ça a été en 2010, un travail qu'on a fait avec l'INRS, c'est de signaler, de lister toutes les énergies qui sont sur la machine. Les énergies présentes, donc à quoi sert Securafim? C'est lister toutes les énergies présentes, c'est identifier les points de mise en sécurité et c'est repérer les énergies résiduelles. Ce qui est important, donc aujourd'hui c'est prévu dans la démarche l'auto, c'est prévu dans la norme NFX 6400, c'est un concept qu'on a vu aussi également au niveau de la FIM dans Securafim. Sur l'équipement, on retrouve une fiche qui va être la récapitulation de toutes les énergies. Donc ici, souvent, la photo de la machine. Ici, une cartographie où on va avoir tous les points identifiés pour mettre la sécurité. Tous les organes vont être identifiés. Et pour chaque énergie, on va dire comment il faut faire. Fermer la vanne, ouvrir l'interrupteur, etc. Voilà. Et on va reprendre ici, en plus, toutes les énergies résiduelles. Donc ça, c'est un élément indispensable, je dirais, au technicien de maintenance, avant de démarrer son intervention, de bien avoir la connaissance de toutes les énergies. Là, ce que tu appelais la mise en sécurité et pas la mise à l'arrêt. Là, c'est vraiment la mise en sécurité. Voilà, c'est que applique, là, ici, il n'y aura pas d'oubli, il n'y a pas de risque de confusion. Sur cette feuille, s'il la lit, s'il la connaît, il va savoir où sont les énergies entrantes, où sont les énergies résiduelles, et ce qu'il va falloir mettre en place pour être sécurisé par rapport à ces éléments. L'idée aussi, c'est de repérer tous les points de condamnation des énergies. On a vu qu'au niveau des armoires électriques, souvent, bon, quoi qu'encore, on peut avoir des armoires avec double interrupteur, et on ne sait pas lequel il va falloir consigner. Donc l'idée, ça a été sur tous les points qui vont servir à la mise en sécurité, d'avoir un macaron qui va être collé sur l'armoire, qui va être mis sur la vanne, etc. L'avantage de cet outil, ici, par exemple, pour la machine D4236, je sais que j'ai 5 points de condamnation des énergies. Et celui-ci, c'est le numéro 2. Voilà. Donc le technicien, après, il va aller à la recherche des 5 points pour faire la mise en sécurité de sa machine. Nous, on a mis en place cet outil-là depuis 2010 avec l'INRS. On s'aperçoit aussi aujourd'hui que ça, quand on arrive sur la machine, de voir des macarons bleus, et le technicien de maintenance, il n'a plus la même vision qu'avant. Et là, ça l'interpelle, il sait qu'il va falloir mettre en sécurité. Et donc, c'est ce qu'on appelle le management visuel. D'accord? On a créé avec cet outil, pour les entreprises qui ont mis en place cette démarche, une dynamique de prévention et de progresser en matière continue sur la maîtrise des risques, des réflexes qu'ils ont acquis, comme tu disais, hein, avoir un nouveau regard, parce que bon, quand on a mis en place cette démarche et qu'après le chef d'établissement fait un tour dans son atelier, puis qu'il s'aperçoit qu'il faut que les macarons bleus sont situés à 4 mètres, 5 mètres d'auteur et qu'il faut aller chercher des nacelles, mais il me dit, mais comment ça se fait qu'on a fait ça? Ça interpelle. Voilà, ça interpelle. Voilà, hein. Et puis aussi, l'importance, c'est que dans les plans de prévention préventifs, c'est de bien assurer une maintenance de ces appareils. On s'est rendu compte dans les entreprises qui ont mis en place cet outil, que souvent, ces appareils étaient défectueux. D'accord? C'est des organes de sécurité, ils sont défectueux, et ça passait au travers des plans de maintenance. Donc là aussi, régulièrement, il faut vérifier que ces composants sont identifiés et qu'ils sont en bon état. Oui. Alors aujourd'hui, la démarche Securafim, elle est commercialisée dans une mallette. Hein. Vous avez dedans des organes pour repérer tous les organes de mise en sécurité, les vannes, les interrupteurs, etc. Il y en a qui sont autocollantes, il y en a qui sont percées pour fixer avec un collier. Vous avez ici toute l'identification des points de blocage des énergies, des chandelles. Hein. Le triangle qui va bien pour identifier les énergies résiduelles. L'octogone
pour les techniciens de maintenance afin qu'ils puissent signaler leur présence sur les équipements. Et on a mis également, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer lors de cet exposé, mais des bons de consignation, c'est des feuillets à plusieurs exemplaires qui vont être sur le cadenas, qui vont servir de liaison entre le donneur d'ordre et le chargé de consignation. Tout ça, c'est la traçabilité. Et l'attestation de mise en conformité, qui est sur un format A3, qui va être rédigé par le donneur d'ordre auprès du prestataire pour lui dire que l'installation est bien consignée. Et ce document, le prestataire aura à le retourner au donneur d'ordre de façon à assurer la déconsignation et la décondamnation des énergies. Voilà. Tu veux laisser la main? Tu veux reprendre la main rapidement? Rapidement, pour qu'on puisse vous laisser le temps à des questions, parce que je pense que les chiffres, les outils interpellent forcément les personnes qui participent, et donc je vais leur laisser un petit peu la main, mais simplement pour faire le lien avec la partie sur laquelle nous on intervient chez CAT, la partie de gestion de maintenance. Et je trouvais intéressant de rappeler qu'effectivement la mise en sécurité, c'est prioritairement on pense à du papier, c'est souvent le support qui est prioritairement utilisé. Il y a des logiciels dédiés qui existent sur le marché. Et puis aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une partie que l'on peut peut-être, qui existe déjà dans les GMAO, qui permettent de déléguer une partie, facilité, voilà, parce que évidemment l'acte physique, on ne va pas se substituer à travers du digital, mais par contre on peut donner moins le sentiment de lourdeur aux agents, garder l'aspect visuel, mais aussi garder peut-être un aspect entre guillemets ludique et traçabilité qui peut être apporté par la digitalisation, qui permettra de sensibiliser les collaborateurs et l'ensemble des partenaires, des parties prenantes pour la sécurité. Évidemment, l'apport de la GMAO, c'est de pouvoir aider à identifier les objets, les composants, les vannes, les interrupteurs. Voilà. L'importance également, c'est de ne pas avoir des identifications équivoques, avoir des organes qui sont identifiés de la même façon. Là, avec la GMAO, on est sûr d'avoir une univocité de l'identification de ces composants. Et puis, comme tu le disais, l'intérêt, c'est de pouvoir aider à tracer toute cette analyse de risque, remonter cette analyse de risque dans l'outil pour pouvoir en faire profiter justement les gens de terrain. Je vais aller assez vite. Les freins, souvent, on a pu en noter, c'est derrière, il y a quand même une adaptation en fonction du contexte de l'entreprise, nouvelle, jeune, petite, grande. Et aussi, faut pas, je pense que c'est important de rappeler, il y a une rigueur dans l'implémentation, il y a aussi le fait que il faut le faire dans le temps, et parfois il y a aussi ce sentiment de lourdeur qu'il faut arriver à pouvoir limiter au maximum pour pouvoir avoir les effets bénéfiques de la mise en sécurité. Alors, très rapidement, nous on distingue plusieurs choses dans la partie sécurité. Je remonte un petit peu, mais il y a vraiment la sécurité sur le fait déjà de traiter toutes les non-conformités ou les observations remontées par les organismes de contrôle. Donc pour ça, les GMAO, elles ont la capacité de remonter et de traiter les non-conformités directement dans l'outil de GMAO pour lever les non-conformités. On peut aussi appliquer du management visuel en anticipation pour montrer sur un lieu les endroits où les lieux à risque, soit parce qu'il subsiste des non-conformités, soit parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des risques particuliers. On n'est pas encore au niveau de la machine, mais on a un niveau au niveau. Et puis, de manière opérationnelle, c'est là où je pense qu'on a le plus, l'endroit sur lequel on a le plus à réfléchir, c'est comment on va pouvoir amener aux techniciens sur le terrain l'information, la traçabilité, la documentation. Donc là, soit les simples risques à lever, soit la documentation technique, ou demain, imaginer des solutions interactives qui permettent, en fonction de l'approche, d'avertir la personne. Et donc, c'est d'étendre aujourd'hui les possibilités qui existent déjà à travers un ensemble d'outils de GMAO pour les rendre plus complémentaires à, par exemple, à la démarche Securafim qui reprend les principes qui sont dans la norme. Et donc, pour ça, et on terminera avec ça, l'idée c'est d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, les outils de GMAO,
avancent de leur côté, la FIM propose des solutions, la norme évolue, et l'idée c'est de voir comment aussi on peut travailler ensemble pour aller plus loin, AFIM, éditeur GMAO, entreprises, organismes de prévention, pour pouvoir proposer des solutions, d'autres solutions, de l'outil opérationnel, de la dématérialisation, de la digitalisation, de la traçabilité, et puis cette vision aussi terrain pragmatique pour dire, bon bah attention, voilà, quelle est la bonne solution pratique à mettre en œuvre. Et donc, nous, à travers ce web événement, avec la FIM, on souhaite vraiment profiter de cet événement pour dire si vous êtes intéressé pour collaborer avec nous dans cette réflexion, eh bien, n'hésitez pas, à travers le sondage qui a été publié, n'hésitez pas aussi à vous identifier et nous, on souhaite vraiment aller plus loin dans ces démarches-là. Youssef, je te rends la main pour la suite. Bon, très bien. Merci Nello, merci Laurent pour la présentation. Donc, vu le timing, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je pense que certains d'entre vous l'ont vu. J'ai ouvert le sondage, donc il apparaît sur le panneau de droite de votre écran. Donc, je vous invite, si vous pouvez, à répondre à ce sondage-là, et notamment si vous souhaitez participer au groupe. Et du coup, on va profiter des quelques minutes qui nous restent directement pour aborder les questions qui ont été posées. Voilà, donc vous pouvez continuer à répondre au sondage, hein, il est encore ouvert au moins jusqu'à midi. Alors, les questions, je vais prendre dans l'ordre. Alors, une première question, on nous demande donc si la future norme NFX 6400 amènera des compléments à la norme 18510 sur le domaine électrique, ou est-ce que c'est une extension de cette norme 18510 aux autres énergies? Alors, pour la NFX 6400 ne traite pas du risque électrique. Le risque électrique, il est vu uniquement dans la NFC 18510. La NFX 6400, elle a pour objet de traiter des risques autres que les risques électriques. Alors c'est évident que parfois on a du mal à comprendre, mais quand je prends un moteur électrique, ce moteur électrique, sur un moteur électrique, on peut faire une intervention d'ordre électrique, c'est-à-dire découpler le moteur électriquement, le raccorder, etc. Ça c'est un travail d'ordre électrique. Maintenant, pour intervenir sur le pignon qui est à l'issue de ce moteur, avec une chaîne, là, en fait, ça va être un travail d'ordre mécanique. Mais pour faire ce travail d'ordre mécanique, je suis obligé de mettre hors tension ou hors service mon moteur. Donc, chaque norme a bien ses limites. En tous les cas, les experts qui ont travaillé sur la NFX 60 ont fait la précaution de ne pas faire d'interférence avec la NFC 18510. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ok, non, mais si, c'est clair. En plus, je crois que Laurent, vous en avez parlé tout à l'heure, justement. C'est deux domaines, deux limites différentes. Ouais. Et la 6400, elle ne peut pas s'intégrer dans la NFC 18510. Ce ne sont pas les mêmes experts qui ont travaillé, etc. C'est deux choses différentes. D'accord. Alors, donc tout à l'heure, Nello, tu as évoqué l'autocertification sur la norme CE. On nous demande, est-ce que c'est la même chose pour le marquage NF, et surtout, est-ce qu'il est plus sûr, en fait, du coup, que le marquage CE? Alors, NF, c'était un label français, une norme française, qui n'avait pas forcément un caractère lié à la sécurité. Aujourd'hui, les pays européens ont défini comme seul label de sécurité le marquage CE. Sur les jouets, sur d'autres éléments, c'est toujours le CE. Donc NF peut avoir une autre signification en termes de qualité, par rapport à l'environnement ou autre, mais en termes de sécurité, c'est que le marquage CE. Il n'y a pas de chose. Problématique, c'est que notamment pour les machines, on a différentes procédures, et la principale procédure qui existe, c'est la procédure d'autocertification, qui malheureusement a l'avantage pour le constructeur d'être assez souple, mais pour l'utilisateur, il y a toujours une incertitude de savoir si la machine qu'il a achetée est bien conforme.
C'est les gouvernements européens qui ont fait ce choix. D'accord, très bien, merci. Alors après, une question rapide sur la mallette Securafim. On nous demande si quel est son prix? Alors son prix, bon, vous allez sur le site de la FIM et vous pouvez passer une commande téléchargeable. Le prix aujourd'hui il est de 590 € hors taxe. Alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans la mallette, on a une clé USB avec un certain nombre de documents. On a un plan de prévention, on a un permis de travail, on a des différents documents qui sont mis à la disposition et au format Word. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir après adapter ces outils à leur entreprise et les personnaliser. D'accord. Et puis une question, et puis voilà, on aura atteint 12 heures sur le groupe de travail. Alors, on nous demande en fait comment il va s'organiser ce groupe de travail et qui va y participer. Alors, déjà, les membres qui participent, c'est évidemment l'idée, c'est de lier plusieurs composantes, le domaine d'expertise associatif, avec la FIM évidemment, l'INRS, et le domaine des partenaires de la FIM, comme l'éditeur Carl, mais aussi d'autres éditeurs, pour pouvoir avoir quand même une vision élargie. Et aujourd'hui, ce que l'on souhaite... Et les entreprises. Et voilà, et justement, aujourd'hui, ce que l'on souhaite intégrer à cette démarche, c'est les entreprises pour pouvoir échanger et pas être dans un circuit fermé où on va proposer des solutions sans pouvoir les confronter au domaine du terrain. Et donc voilà, donc c'est aussi, à travers ce web événement, c'est aussi l'occasion de pouvoir trouver parmi nos clients, les adhérents de la FIM, des sociétés qui ont l'intention de participer. Le premier objectif le premier atelier qui sera mené, c'est de travailler sur tout ce qui est l'identification des besoins sur le terrain, comment on peut agglomérer cette partie outils que propose par exemple la FIM à travers la démarche Securafim et la GMAO, comment on peut faire qu'il y ait une continuité, comment on associe management visuel, digitalisation et sécurité. Et donc l'idée de ce groupe, c'est de pouvoir travailler sur un cahier des charges, des préconisations pour les éditeurs de GMAO pour qu'ils puissent faire évoluer leurs solutions. La FIM, là, elle joue pleinement son rôle. C'est-à-dire qu'elle souhaite... Elle croit fortement que la GMAO peut apporter une amélioration dans la prévention des risques au travers de cet outil. Et l'idée, c'est de dire, réunissons-nous avec à la fois, je dirais, des éditeurs de GMAO, des organismes de prévention, INRS, etc., et des entreprises pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire à partir de la GMAO pour améliorer ou diminuer la lourdeur du travail pour les techniciens de maintenance. Donc c'est pas question de faire de l'informatique, hein, c'est pas notre métier, hein, mais c'est de bien faire un peu, je dirais presque un cahier des charges, je sais pas si je peux utiliser ce mot-là, pour les éditeurs de GMAO, de manière à intégrer des outils qui vont faciliter la mise en œuvre de la démarche sécurité Securafim. Eh bien parfait. Merci messieurs. La web atelier touche à sa fin. Alors merci Nello pour la participation, merci à la FIM pour sa participation, et puis merci à toutes et à tous qui avaient suivi ce web atelier. Je vous rappelle juste avant qu'on se quitte que la vidéo de ce web atelier sera prochainement mise en ligne. Vous pourrez la partager, la revoir déjà et puis la partager avec vos collaborateurs. Donc elle sera notamment mise en ligne sur notre site support. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon appétit et j'espère qu'on vous reverra prochainement. Au revoir. À bientôt. Merci à vous.